Alors, bonjour ou bonsoir si vous êtes à table. Nous sommes ici les anonymes. Oui, nous ne pouvons pas dire qui nous sommes parce que Tout à nous fait. allons dévoiler des choses secrètes. Voilà, notre identité doit rester cachée afin voilà. de protéger les innocents, n'est-ce pas? Exactement. Parce que nous sommes ici pour vous dévoiler certains secrets de maîtres de jeu qui vont vous aider dans votre quête afin de pouvoir... Oui, je dis, écoute, j'ai de buer sur les Oui, minutes. moi aussi j'en ai un peu de mal. Ah oui, mais voilà. C'est étonnant, hein. Vous y attendiez pas. Oui, je sais, En fait, depuis le début, c'était nous. Exactement, exactement. Et donc, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons vous parler un petit peu des rouages du jeu de rôle et ces rouages qui doivent être bien connus du maître de jeu afin que ces parties Tout se à fait. passent bien. Nous allons donner un certain nombre de conseils. Je pense qu'on nous le demandait depuis longtemps, depuis notre vidéo Comment démarrer dans le jeu de rôle. En fait, je tiens à préciser juste une chose avant que j'oublie. Dans la vidéo Comment démarrer dans le jeu de rôle, dans les commentaires, il y a plein de gens qui ont mis plein de choses très intéressantes. Ils ont même corrigé sur certaines choses où on disait des bêtises. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires de comment démarrer dans le jeu de rôle. Ben, je dirais, si vous n'avez pas vu l'émission, notre émission Comment démarrer dans le jeu de rôle, ça peut être une bonne chose de la regarder Oui. avant celle-ci, parce que sinon... On va pas tout répéter, surtout quels sont les jeux de rôle avec lesquels on vous conseille de commencer, ça c'était dans l'autre vidéo. Ici on va vraiment vous donner les conseils pour les maîtres de jeu débutants. Les conseils. Les conseils. Qu'est-ce qu'on va boire aujourd'hui? Alors aujourd'hui on boit l'Hippocrate de la chaudasse. Exactement, c'est pas vraiment de la bière. C'est pas vraiment de la bière. D'ailleurs ce n'est pas du tout de la bière. Ce n'est pas du tout de la bière, mais c'est un Hippocrate tel boivent les elfes, les nains et tous les autres humains, n'est-ce pas? Santé. Il est très bon, mais où est-ce qu'on peut en boire? Par exemple, Oh, Schrödinger's cat. au Schrödinger's cat. Le Schrödinger's cat, c'est pour moi le meilleur bar geek de Bruxelles. C'est le bar geek de Bruxelles. Voilà, je vous le conseille très vivement. Oh, il y en a d'autres de bar geek, mais pour moi c'est vraiment l'endroit où si jamais vous les croisez en vrai, c'est un de ceux où on est assez souvent. Et très très chouette ambiance, il y a une DeLorean au plafond. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y a une DeLorean au Et en plafond. plus, il y a le cinéma de Brouckère qui est à 2 pas. Voilà. Donc vous pouvez aller voir les films dans la salle Le Grand Eldorado et venir boire un petit verre ici. Exactement, oui, c'est vraiment ce que je vous conseille. Après une séance de cinéma, viendez tous. Viendez au Schrödinger. Voilà, c'est notre petite pub, mais c'est très très chouette endroit. Comme vous voyez derrière nous, il y a plein de jeux de société. Vous pouvez venir jouer aux jeux de société. Donc on ne les voit pas très très bien. Il fait un peu sombre. Mais ils sont derrière nous, on vous jure. Voilà, moralité. Donc il y a moyen de bien geeker par ici. Et de boire de l'Hippocrate, de la chaudasse. Là-dessus, Sur ces bonnes paroles. nos premiers conseils. On reçoit énormément de questions auxquelles on répond. On essaye d'être près de vous, les gens. Voilà. Et donc, on va essayer aussi dans cette vidéo de répondre à certaines de ces questions. Déjà, on nous demande très souvent, oui, voilà, j'ai envie de commencer, mais j'ai pas envie d'acheter un livre. Donc, comment je peux créer mon propre univers? Comment je peux créer mes propres règles? C'est le plus difficile. Oui, j'allais dire, ne vous lancez pas. Si vous n'avez jamais fait de jeu de rôle avant, essayez de créer un jeu de rôle de toutes pièces. C'est un petit peu comme si vous disiez, c'est toi qui faisais l'allégorie sur le baseball. C'est ouais, j'ai envie de me mettre au baseball, mais je vais sculpter moi-même les battes, je vais faire les costumes moi-même et je vais faire les balles. Enfin, je vais aller chercher du cuir pour faire les balles moi-même. Oui, Il vaut mieux, ou voilà, en utilisant des pommes de pin. Il vaut mieux commencer par acheter le matériel qui va vous permettre de jouer. Et donc, dans le cadre du jeu de rôle, je pense qu'il est bien de se procurer, si pas un jeu de rôle complet, un livre de jeu de rôle, un livre de base pour un jeu de rôle, au moins un système de règles genre basique qu'avait sorti Cassius Belli. Et alors à la rigueur coller votre univers de jeu de rôle, l'univers en fait dans lequel vous voulez faire votre jeu de rôle, à un système de règles qui existe déjà, parce que sinon vous allez vraiment c'est très très difficile. Moi je le conseille pas. On vous a déjà conseillé des jeux de rôle de base. On nous pose beaucoup de questions sur le jeu de rôle Nullbuck. Je crois qu'on parlera. Moi, je vais juste lire les règles, voir si ça tient la route, parce que c'est un jeu de rôle qui est gratuit sur Internet, et donc si ça peut tenir la route pour tester le jeu de rôle, je peux pas vous dire ça pour le moment, mais peut-être que je ferai une vidéo pour en parler un de ces quatre. Parce qu'il existe des jeux de rôle gratuits sur Internet, mais c'est vrai qu'ils sont pas tous bien. Moi, je vous conseille quand même un livre de base d'un vrai jeu de rôle, parce qu'en plus des règles et de l'univers, il y a des conseils où ils vont dire voilà comment être un maître de jeu. Mais ici, nous intervenons aussi. Déjà, première question,
que vous devez vous poser si vous voulez être maître de jeu. Parce que oui, c'est pas toujours facile. Il y a plein de gens, ils veulent faire du jeu de rôle, mais ils veulent être joueurs. Ça, c'est encore une autre question. Il faut chercher des clubs, etc. Et je dois avouer que je ne sais pas très Il faut bien. chercher un clan, une tribu. Voilà. C'est pas évident, ça, de trouver des joueurs. Des maîtres de jeu. C'est plus facile de trouver des joueurs. Mais tout le monde n'est pas fait pour être maître de jeu aussi. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, enfin moi j'avais envie de dire, si dans votre à vos alentours, il n'y a pas de club de jeu de rôle, il n'y a Ça pas arrive de souvent, maître c'est de normal. jeu, eh ben prenez les choses en main et devenez vous-même maître de jeu. We need you. Il faut aimer lire. Il faut aimer lire, et je sais qu'au début, ça fout un peu les jetons, on est tous passés par là. Il y a toujours un moment où on se dit, mais est-ce que je vais y arriver, etc. etc. N'ayez pas peur. S'il n'y a pas de jeu de rôle autour de vous, c'est pas comme si les gens allaient vous juger à l'aune d'un autre maître de jeu, etc. etc. Donc lancez-vous, devenez maître de jeu et commencez à faire vivre cette passion autour de vous. Alors moi, pour moi, une des premières questions à se poser, c'est quel ton est-ce qu'on veut donner au jeu de rôle. Ça dépend en grande partie du maître de jeu, mais ça dépend aussi un petit peu des joueurs. Est-ce que vous voulez que ce soit plutôt sérieux ou plutôt drôle? C'est plus facile d'être drôle, honnêtement, parce que mettre une ambiance sérieuse, c'est pas évident. Et par exemple, avec notre groupe actuel, c'est très difficile parce que les joueurs viennent pour s'amuser, pas pour vivre une expérience. Et vous pouvez tout à fait faire ça. En tant que maître de jeu, leur faire vivre une expérience jeu de rôlistique, un petit peu théâtrale, mais il faut le prévoir à l'avance. Oui, ben moi j'allais réagir là-dessus. Pour moi, l'ambiance par défaut d'un jeu de rôle, ça va être un peu déconnade. Ça va être un peu Naëlbeuk. Ça va être un peu Naëlbeuk. Parce que c'est ce à quoi on tend naturellement. Surtout les joueurs débutants. Surtout les joueurs débutants. C'est-à-dire qu'on fait son roleplay, on joue son nain, messire, nanani, nanana. Et puis on a toujours besoin d'un peu décompresser et on va sortir une blague. Et tout le monde va rigoler. Et voilà. Je me souviens que au début de mon mastering, c'était à l'époque de Culte, on avait genre 14-15 ans, On parlera de Culte. J'essayais désespérément de mettre une ambiance sérieuse, glauque dans mes jeux, et les joueurs ne faisaient que casser mes tentatives de mettre une ambiance de peur et d'angoisse dans le jeu. Il y a un moment, il faut s'en rendre compte, c'est un effort de toute la table, du maître de jeu et des joueurs qui doivent tous être d'accord pour que ce soit cette ambiance-là autour de la table. Si on veut faire quelque chose de sérieux et de dramatique, oui, voilà, tout à fait. Tout le monde doit faire un effort. Voilà. Parce qu'il en suffit d'un qui balance une grosse connerie et que tout le monde rigole et du coup votre pièce noire avec un vampire dedans, ça fait plus peur du tout. Voilà. Une solution pour ce genre de truc, et ça peut être quelque chose qui peut être permanent à tout jeu de rôle ou seulement pour certaines scènes que vous trouvez importantes, c'est la langue du barde. Alors la langue du barde, c'est un de nos amis, Simon, qui nous a appris du moins ce terme, même si c'est dire tout ce que vous allez dire en tant que joueur, votre personnage va le dire. Oui. Donc si jamais vous vous retrouvez face au roi des vampires qui s'appelle Lord Dracul, et qu'un des joueurs dit Dracul, celui qui rit quand on l'encule, eh ben, soit vous partez dans le principe où c'est drôle, tout le monde rigole, ok, on reprend la partie, soit vous partez sur la langue du barde, ok, ton personnage a dit ça. Le vampire, il n'est pas content, il va te tuer. C'est un petit peu la baguette, mais gentille, je dirais. Enfin, c'est pas encore une manière trop grave de punir vos joueurs, mais quand ça commence vraiment à déconner autour de la table, et que vous n'arrivez plus à... Quand il y a l'un ou l'autre qui sont en train de discuter football, et puis qu'il y en a un qui vous écoute à moitié, que vous êtes en train d'essayer de mettre quelque chose, vous dites, maintenant, langue du barde, tout ce que vous allez sortir... C'est en jeu. C'est en jeu, voilà. Et ce qui est en jeu, c'est la petite baguette. C'est un des instruments que vous pouvez utiliser pour un petit peu rassembler le troupeau, on va dire. D'ailleurs, en parlant de ce qui est en jeu et ce qui est hors jeu, quelque chose que j'essaye de faire à chaque fois et qui n'est pas toujours évident, quand les joueurs vont discuter de choses qui se passent en jeu, leur personnage parle. Par exemple, vous êtes face au seigneur Dracul des vampires, et quelqu'un... va dire ok, attendez, moi j'ai une idée, si jamais on va faire un plan où toi tu passes derrière lui, moi je vais lui dire des trucs pour qu'il s'occupe de moi, toi tu vas prendre un bout de bois pour le poignarder dans le dos. Attention que si jamais les personnages prévoient quelque chose, ils peuvent parler à voix basse, mais ça veut dire qu'ils en parlent. Il n'y a pas de télépathie entre les joueurs. Je ne pensais pas qu'on aborderait ce point-ci déjà, mais
il faut rester logique. Je ne sais pas si tout le monde parmi vous a vu Farador. Si vous n'avez pas vu Farador, il faut aller voir Farador absolument. On mettra le lien. Ok. Il y a un moment, le maître de jeu dans ce sketch dit « Chut, toi tu dors, pas le droit de parler Voilà. ». Et c'est quelque chose de très important qu'on a toujours tendance à oublier. Et par exemple, en tout cas à nos tables, ça arrive souvent que le joueur qui n'est pas là, enfin un personnage qui n'est pas présent, ou un personnage qui dort, ou un personnage qui est assommé, va parler avec les autres et leur donner des conseils. Ça n'est pas possible. Ou par exemple en combat, simplement... Remarque, c'est fou oui. parce que je suis blanc par rapport à toi. Oui, non, mais moi j'ai été faire des lives, je suis... T'en parleras bientôt. Oui, je vais faire une petite émission. Continue ton idée. Mais effectivement, si le personnage d'un des joueurs est endormi, ne le laissez pas dire à ses potes « Ouais, tu devrais faire ça, et puis ouais, tu viens me réveiller, et au passage, tu prends mon arme aussi. » Et donc oui, c'est à ce moment-là que c'est à vous de dire « Toi, pas le droit de parler, toi, tu ne parles pas parce que tu es dans le coma, ou que sais-je. » Parce que tu dors, oui, voilà. Et donc ça, il faut un minimum être logique dans le jeu. Oui. Mais c'est-à-dire que ça coule pas de source. Pendant longtemps, moi au début du mastering, je laissais les joueurs s'entretenir les uns avec les autres. Oui. Et c'est par après que je me suis dit, mais c'est pas logique. Ça n'a pas de sens. Et surtout dans le feu d'un combat, par exemple. Ou jamais, voilà, on vous dit, voilà, le Lord Dracula, Lord Dracul, vous fonce dessus. Qu'est-ce que vous faites? Et là, pendant 5 minutes, les joueurs vont dire, attendez, qu'est-ce que j'ai comme meilleur équipement à ce moment-là? Non, là vous dites, ok, tu as 10 secondes pour me dire ce que tu fais. Et tu comptes, tu dis 10, 9, oui, et je sors mon épée d'argent, voilà. C'est un truc qui arrive trop souvent, que effectivement, je vais reprendre ton Lord Dracul. Voilà, c'est le héros du jour. Et à ce moment-là, vous voyez le Lord Dracul qui se lève de sa chaise et qui vous fonce dessus en volant. Qu'est-ce que vous faites? Et là, c'est parti pour est-ce que t'as une arme en argent? Ah ouais, j'en ai 2, j'ai une dague et une épée. Ouais, tu me donnes ta dague, comme ça je peux quand même le combattre aussi. Ça, il faut absolument l'empêcher. Et vous devez leur mettre un timing, vous devez les saisir, les saisir à vif. Et c'est au maître de jeu de faire ça, d'être un petit peu tranchant. Il faut avoir un petit peu de poigne. Alors, on va continuer là-dessus. En tant que maître de jeu, on reviendra sur la fin, sur des moments plus difficiles de maître de jeu, genre tuer des joueurs, ce genre de choses. Parce que ça arrive. Ici, ce que je vais vous dire, c'est essayer d'être cinématographique. Pensez avec un regard un petit peu cinéma à vos parties, dans le sens où, de 1, prévoyez des personnages importants. C'est-à-dire qu'il y a des PNJ mineurs, qui sont des monsieur et madame tout le monde. L'aubergiste et sa femme, le mec qui vont choper dans la rue. Toute personne qui n'est pas nommée, en fait. Voilà, j'ai envie de dire. Et puis, les PNJ majeurs et surtout les antagonistes, donc vraiment les méchants, préparez-les. Si jamais ils vont rencontrer Lord Dracul, faites pas que tout d'un coup, ils se retrouvent face à un vampire, ils savent pas qui c'est. Non, arrangez que des personnages, avant on leur ait dit, faites attention, ce château, c'est le palais de Lord Dracul, il descend une fois par lune pour enlever quelqu'un. Mais là, tu parles de la mise en place... Vraiment, essayez d'avoir des setups, comme au cinéma, de préparer les choses, d'avoir des méchants mémorables, et même n'hésitez pas à ce que ces méchants, quand il y a un combat final dans un jeu de rôle, il ne faut pas que les joueurs le réussissent comme ça, d'un coup de chance. Il faut compter la chance des joueurs, bien entendu, mais ça doit être mémorable. La partie, et ça, nous allons maintenant doucement aborder des points. Oui, je souris parce que... On ne va pas trop rentrer dans les détails sur certaines choses, mais simplement ce que je veux dire, c'est que au-delà des règles, le plus important, c'est que le jeu soit bien. Les règles, en fait, je vais vous parler les règles. C'est pas un jeu de société. Dans un jeu de société, tout le monde doit jouer selon les mêmes règles. Dans un jeu de rôle, le maître de jeu est Dieu et maître. Et c'est lui qui décide des règles. C'est lui qui décide quand elles s'appliquent et quand elles ne s'appliquent pas. Alors, d'ailleurs, ça me permet d'aborder un autre point, c'est de dire, voilà, est-ce que les joueurs ont lu les règles? Il y a certains joueurs qui vont adorer lire les règles, voir toutes les possibilités, tous les personnages. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire attention, c'est ne jamais se laisser marcher sur les pieds par les joueurs.
Dire ah oui, mais tu n'as pas appliqué telle règle qui est au paragraphe 3.5. Là, le maître de jeu peut dire ouais, ok, t'as raison, ok, je vais l'appliquer. Ou il peut tout à fait dire ta gueule, cette règle-là, ici, j'ai pas envie de l'appliquer. Il faut trouver un juste milieu. Moi, personnellement, j'ai une certaine réputation de le maître de jeu qui connaît pas les règles de son propre jeu. Oui, c'est vrai. Et c'est tout à fait vrai. Pendant, je pense surtout aux années Deadlands, je m'intéressais qu'au jeu, au rôle plutôt que le jeu. Et c'était style, oh ouais, bah tu me fais un jet de... Et tout a très bien tourné pendant un certain temps, puisque mes joueurs non plus n'en avaient rien à foutre des règles. Et puis sont arrivés 2 joueurs qui, eux, ont lu les bouquins, connaissaient les règles sur le bout des doigts. Et là, il y a une... Moi, je te fais ça aussi, je te fais subir ça aussi. Non, mais toi, tu connais les règles, mais tu vas pas m'emmerder, tu vois. Alors que ça peut arriver des joueurs qui connaissent les règles mieux que vous et qui ne vont pas être contents si vous n'appliquez pas les règles sur le bout des doigts. Alors, il faut trouver un juste milieu. C'est vrai que maintenant, avec le recul, je me dis, le maître de jeu doit bien connaître les règles. Et il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Oui. Même si au final, effectivement, le maître de jeu est l'arbitre ultime et peut dire totalement. Cette fois-ci, pour le jeu, je ne vais pas appliquer cette règle comme ça. Oui. Et alors là, les joueurs doivent se coucher. Ils n'ont rien à dire. C'est pas qu'ils n'ont rien à dire, mais il ne s'agit pas de râler ou de pinailler ou d'interrompre la partie pendant 10 minutes pour dire « Ah oui, mais... Ça, ça peut être un motif d'exclusion. Le joueur a tout pouvoir, le maître jeu a tout pouvoir, mais il ne doit pas abuser de ce pouvoir non plus. Son but n'est pas de gagner. Son but, c'est de faire une bonne partie, que les joueurs s'amusent, etc. Oui, mais parfois le maître de jeu doit être un peu dur, bien sûr, pour que la partie soit plaisante pour tout le monde. Bien sûr. Et parfois, le maître jeu doit punir les joueurs pour des décisions qu'ils ont prises. Alors, nous vous conseillons une cravache, d'environ 3 cm. Punir, c'est, je veux dire, les personnages peuvent subir des problèmes, voire les personnages peuvent mourir pour des mauvaises décisions. Le maître jeu ne doit pas tout le temps les sauver. Oui, bah justement, non. Avec tout ça, je ne vois plus très bien où je voulais. Là, on est vraiment pas parti dans tous les sens sur plusieurs points. Prenez des notes, les gens, prenez des notes. Voilà. Non, oui, le maître de jeu doit punir. Bon, maintenant, on est arrivé un peu vite à ce stade. On va pas parler de la mort des joueurs tout de suite. Non. Mais c'est-à-dire que oui, à partir du moment où la partie se passe bien, même si ça sort de votre canevas, voilà où je voulais en venir. Vous avez prévu un scénario et les joueurs commencent à un peu partir dans tous les sens. Pour revenir à Deadlands, imaginez vous aviez prévu une aventure qui se passe dans une ville, etc., etc. Et puis, dès le début, il y a un joueur qui va flinguer le shérif ou qui va flinguer... C'est arrivé. C'est arrivé. Et il va finir en prison. Vous pouvez voir les choses de 2 manières. Soit vous laissez passer dans l'intérêt de votre scénario et vous continuez votre scénario. Vous dites, il y a des recherches qui se font, mais on ne vous trouve pas. Voilà. Reprenez-les aux initiés. C'est la solution, pas la meilleure. Tapette. Voilà, moi, je vais jamais faire ça. Oui, voilà, c'est pas évidemment pour un maître de jeu débutant, c'est peut-être mieux. Ouais. Maintenant, pour moi, c'est pas la meilleure décision de toujours essayer de remettre les joueurs dans les rails de votre scénario. Et je sais qu'au début, on a toujours tendance à faire ça, parce qu'en tant que maître de jeu débutant, on s'accroche à son scénario. Votre scénario, c'est votre assise, c'est votre tabouret, vous êtes dessus, vous ne voulez pas tomber. Je me souviens d'ailleurs, juste pour revenir là-dessus, quand on jouait à Warhammer avec Franck, il y avait un chevalier qui suivait le groupe en permanence, et qui en fait s'arrangeait, qui était super bourrin, et qui s'arrangeait pour qu'on ne dévie jamais du scénario. Oui. Et que si jamais on voulait faire quelque chose dans un autre sens, il nous tuait. Et ça, c'est pas la bonne solution. Alors, en fait, tout le jeu du maître de jeu... à la défense de Franck, je dirais simplement qu'on était tous adolescents, on jouait au jeu de rôle sur le temps de midi à l'école, et s'il ne recadrait pas tout le monde, ce serait devenu complètement dingue. C'est pas faux. Mais pour moi, les actes des joueurs doivent avoir des conséquences. Les actions doivent avoir des conséquences. À nouveau, ça, c'est un truc très cinématographique. Il doit y avoir du karma. Tu fais quelque chose de mal... Tu subis les conséquences. Et ça, c'est encore un point, c'est qu'il y a un code, un code tacite entre le joueur et le maître de jeu,
qui dit ok, joueur, ne faites pas chier le maître de jeu pour qu'il soit obligé de tout le temps réinventer son scénario, et le maître de jeu ne va pas abuser de ses pouvoirs. Oui, oui. Enfin, ça c'est parce que oui, on s'adresse à des maîtres de jeu débutants, je pense. Oui. Là, c'est déjà aller fort loin. Cette relation, je dirais, comme ça, avec le petit exemple, entre le maître de jeu et les joueurs, cette osmose, elle va pas se mettre en place toute seule et tout de suite. Non. Au début, c'est toujours comme ça. Les joueurs vont comprendre la liberté qu'ils ont et vont commencer à essayer de faire chier le maître de jeu. Et le maître de jeu va être très tenté d'utiliser sa toute puissance pour les écrabouiller. Si vous arrivez à trouver une bonne osmose dès le départ, alors chapeau, bravo, vous êtes fait pour le jeu de rôle. Mais au début, il ne faut pas s'étonner que ça arrive, ça arrivera. Voilà. Le maître de jeu ne doit pas forcément recadrer et punir toutes les erreurs. Il doit juste un petit peu montrer vers quoi les joueurs doivent s'orienter dans sa partie à lui, parce que c'est la partie du maître de jeu, il ne faut jamais oublier ça. Et seulement vraiment punir les erreurs répétées alors qu'ils auraient dû déjà avoir appris leur leçon. Attention que parfois il y a des joueurs qui sont indécrottables et qui vont faire exprès de faire chier ou faire chier ou faire chier. Là il n'y a pas de solution, il ne faut plus l'inviter. Vous prenez quelqu'un d'autre. Je suis désolé, ça arrive. Arrive un moment, oui effectivement. Si il y a un joueur ou même plusieurs joueurs autour de la table qui prennent leurs pieds, qui s'amusent en fait en venant au jeu de rôle pour foutre la merde, pour foutre les autres dans la merde et pour casser le scénario du maître de jeu, là effectivement il est vraiment temps de se demander si le gars on le réinvite. Ce n'est pas un problème en jeu alors, c'est un problème hors jeu. Ouais. Et les problèmes hors jeu, là on ne peut pas vous donner de conseils, c'est à vous de voir comment vous gérez vos amis, etc. Il y a des gens avec qui j'ai été ami pendant très longtemps et je ne voudrais plus faire de jeu de rôle avec eux parce qu'ils créent des problèmes hors jeu et parfois ça peut arriver qu'il y ait des gens qui aient des problèmes entre eux parce que c'est la vie et qui vont les amener dans le jeu. Et ça, il faut faire très attention d'éviter. En tant que les couples qui jouent et puis qui se rompent et puis qui rompent et puis les joueurs sont quand même là. En tant que maître de... Enfin, moi, je suis toujours parti du même principe. En tant que maître de jeu, vous vous cassez déjà assez le cul à organiser tous les événements de votre jeu, à faire que ça tourne bien. Vous n'avez pas à gérer les problèmes, ce qu'on dirait time-out, les problèmes time-out. Quand ça arrive, vous les mettez sur le côté pendant un certain temps, le temps que ça se règle. Et si à un moment, il faut dire à quelqu'un « tu viens plus », il faut le faire. Il faut le faire parce que sinon vous allez vous pourrir votre nouveau hobby qui est déjà assez exigeant comme ça. Donc il ne faut pas avoir peur de faire preuve d'une certaine poigne de ce point de vue-là. En parlant de appliquer, faire attention que les joueurs ne fassent pas n'importe quoi, il faut leur laisser une certaine liberté aux joueurs. Il ne faut pas non plus... c'est très difficile de trouver le juste milieu. En fait, tout le but du maître de jeu, c'est d'arriver à faire croire aux joueurs qu'ils ont une liberté totale, tout en les gardant sur des rails, plus ou moins. J'aime pas trop ton expression de leur faire croire qu'ils ont une liberté totale, parce qu'ils ont une liberté totale. Pas totalement, parce que tu ne peux pas en permanence... c'est très difficile d'être maître de jeu, parce qu'il faut savoir ramener les joueurs vers ton scénario. Parce que si jamais ils sont dans un scénario et qu'il y a l'aubergiste qui leur dit « Oh là là, on vous a dit qu'il y a une prime de 1000 pièces d'or pour celui qui tuait le chef des orques » et que les joueurs ils disent « C'est bien, ok on va boire des bières ». Ils ont le droit de le faire, mais alors il n'y a pas de jeu. Oui. Et en général, notre phrase à ce moment-là, c'est de dire « Ok, tu veux qu'on allume la PlayStation ?» Et donc c'est très difficile, il faut arriver à trouver les bonnes motivations pour pousser les joueurs à faire ce que vous voulez tout en leur laissant une certaine liberté. Oui, parce qu'il y a beaucoup de concepts que tu abordes là. Les joueurs sont tout à fait libres de faire ce qu'ils veulent. Maintenant, si les joueurs... la merde. Voilà, si maintenant le maître de jeu lance une accroche scénaristique et que les joueurs l'ignorent et ne mordent pas, que ce soit de manière volontaire ou pas volontaire, alors pourquoi ils viennent faire des jeux de rôle? Voilà. C'est ça aussi. Si effectivement, Borgloth, le chef des orques, qui a 1000 pièces d'or sur sa tête, mais qui sont en train de faire autre chose. Imaginons, ils ont trouvé un bâtiment délabré et ils veulent en faire un bordel, j'en sais rien. Ça c'est déjà vu. Ça c'est déjà vu, on l'a déjà fait. Alors oui, là peut-être que vous pouvez les laisser faire.
ça demande de l'improvisation. D'ailleurs, il va falloir qu'on parle de l'impro et de la place de justement, l'impro. c'est ce que j'allais en parler, dire voilà, il faut savoir improviser en tant que maître de jeu. Il ne faut pas punir les joueurs pour des décisions prises de bonne foi. S'ils foutent la merde, recadrez-les un petit peu. Mais si par exemple, ils vont se dire oui, mais j'ai peut-être une meilleure idée et que ça n'est pas dans votre scénario, il faut savoir improviser. Quitte à oublier votre scénario pour le moment, improviser sur ce qu'ils ont prévu et revenir après sur ce que vous avez déjà écrit pour que ce ne soit pas perdu. Je me souviens d'un exemple assez simple qui était dans un casus belli, qui donnait des conseils au maître de jeu. Et c'était un dessin, je ne sais plus comment s'appelait ce dessinateur qui dessinait les personnages en triangle. Oui, je sais assez plus rigolo. comment il s'appelle. Et il disait voilà, vous devez aller dans une tour, et en haut de la tour, il y a la personne que vous devez sauver. Et là, les joueurs disent, mais oui, mais on va pas rentrer dans la tour. On a des grappins, on va s'accrocher, on va passer par l'extérieur de la tour. Et là, on voyait le mauvais maître de jeu qui va dire, vous pouvez pas. Il y a une barrière, c'est magique. C'est magique, vous pouvez pas. Ça, c'est pas bien improvisé. Je vais pas dire que c'est le mauvais maître de jeu. C'est la solution de facilité. C'est la solution de facilité, pam, poum, puf, non, vous pouvez pas le faire. Vous faites mon scénario. C'est magique, vous pouvez pas le faire. Voilà. Si vous jouez à Star Wars, c'est la force, vous pouvez pas le faire. Et on voit l'autre maître jeu qui dit ok, vous passez par en haut, il y a une trappe, ça descend, vous ne savez pas ce qu'il y a. Et donc en fait, en gros, il a inversé, il a retourné sa carte, il dit non, au lieu de faire le scénario de bas en haut, je le fais de haut en bas, ça revient à la même chose. Donc là, on est en plein dans le sujet, l'impro. Très important à apprendre à improviser, et ça ne viendra pas du jour au lendemain, ça s'apprend. Il faut du temps. Oui. L'impro. Ça va arriver tout le temps. Des situations que vous n'avez pas prévues. Et on est un peu en train de prendre la chose dans le mauvais sens. Ce que j'aime bien, c'est au début où j'ai prévu de faire cette vidéo, je me suis dit, on va aborder des points bien précis. Tel point, tel point, tel point. Là, on est parti on part dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est normal. Du point de vue de l'improvisation, premier petit conseil de moi. Quand vos joueurs vont vous sortir quelque chose que vous n'aviez absolument pas prévu, première chose, vous gardez votre poker face. Et vous faites ah oui, ok, d'accord, pas de problème. Tu as sorti le truc Spoonie. Je sais pas si c'est le truc de Spoonie. Les joueurs vont dire mais c'est pas normal que telle créature sache faire ça. Et tu vas leur dire ah ben oui, c'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Oui, voilà. Effectivement. Alors, le truc qui marche aussi, c'est à ce moment-là, vous leur demanderez de mettre de l'ordre dans leur équipement. Qu'est-ce que vous avez en main? Qu'est-ce que vous avez? Vous voulez aller là-bas? Ok. Maintenant, je voudrais savoir ce que vous prenez avec vous. Est-ce que vous avez tout votre équipement? Est-ce que vous aurez peut-être envie d'aller pisser à ce moment-là, ce qui vous permettra d'un peu réfléchir à ce qui va se passer après. Le pipi, ça marche toujours bien. Nos joueurs savent très bien que quand lui il va aux toilettes, c'est pas parce qu'il va aux toilettes, c'est pour relire son scénario. Oui, mais les nôtres, ça va, c'est des aguerris. Oui. Et donc, effectivement, s'il y a quelque chose qui... le truc de Spoonie. Si jamais vos joueurs disent « Mais c'est pas normal qu'il se passe ça. Vous vous êtes trompé, vous avez dit une connerie ou fait une connerie. Ouais, c'est pas normal que tel bonhomme, il sache lancer des sorts. » N'allez pas vous justifier. Vous lui dites juste « C'est vrai que c'est pas normal. Il faudrait peut-être voir ce qu'il y a là derrière. » Voilà. Et toujours rebondir. Be the water, my friend. Just be water. Just be water. Oui, il faut savoir. Ouais, rebondir. Être cassant, ça doit être un peu votre dernier recours. Oui, tout à fait. On est parti dans tellement de sens, moi, maintenant. Totalement. Je vais essayer de reprendre un des points que j'avais prévus de manière un peu plus construite.